Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 18 novembre. Les chiffres sont édifiants. Un tiers des urgences du tribunal concernent des violences intrafamiliales. Un observatoire dédié vient d'être lancé. Et au foyer La Samaritaine, nous verrons comment les victimes sont accompagnées au quotidien. C'est à la une ce soir. Et puis, grève imminente au contrôle aérien. Les contrôleurs menacent d'arrêter le travail dès minuit. Ils alertent sur des conditions de travail qui se dégradent. Nous vous expliquerons ce qui bloque dans ce journal. Le tribunal administratif s'est penché ce matin sur la demande d'ouvrir un dialogue autour de l'autodétermination. L'État est accusé de verrouiller le débat. Le rapporteur penche pour un acte de gouvernement. Et un mot des Jeux du Pacifique, la Polynésie se prépare pour 2027. Nous vous montrerons comment l'événement a été présenté aujourd'hui à Paris. C'est un chiffre qui dit l'urgence. 522 affaires de violence intrafamiliale jugées en un an à Papeete. Un dossier sur 3 traité en urgence concerne des violences conjugales. Face à ce constat, un observatoire des violences faites aux femmes et aux enfants a été lancé ce matin à la présidence pour mieux comprendre et prévenir ces situations. On écoute Gwenola Joly-Cozy, première présidente de la Cour d'appel de Papeete, au micro de Laure Philibert et Sam Teinauri. En Polynésie française, nous avions besoin d'avoir des chiffres, d'avoir concrètement des notions sur les réalités des violences faites aux femmes sur le territoire. L'Observatoire vise à fabriquer des chiffres au FENUA, des chiffres inédits, des chiffres solides pour adosser les politiques publiques. Je pense qu'il est temps que la Polynésie française participe à la conversation mondiale. Nous fournissons donc aujourd'hui les premiers chiffres, mais bien sûr il y a un avenir. Cet observatoire, au fil des années qui vont venir, vont nous permettre de comparer et de voir si année après année les politiques publiques sont efficaces. Moi, au niveau des solidarités, on a une explosion d'enfants en grand danger. Et ça, je vous assure que c'est en l'espace de 6 mois, on a un nombre croissant d'enfants qu'on est obligé de placer. Et moi, je m'inquiète sérieusement. Et c'est pour cela que la mise en place de cet observatoire, comme je le disais tantôt, c'est pour réveiller les consciences et se dire que la violence est là, elle existe vraiment, même si on est dans un pays où tout est paisible, pacifique, mais il faut qu'on se réveille. Et parmi les structures d'accueil pour les victimes de violences intrafamiliales, le foyer La Samaritaine, avec ses 25 places, il est bien souvent complet. Des femmes y trouvent refuge face à des violences parfois visibles, parfois plus silencieuses. Témoignages recueillis par Laure Philibert et Sam Teinauri. Se reconstruire pour avancer, c'est le choix fait par Jennifer, nom d'emprunt de cette jeune femme qui souhaite rester anonyme. Cette mère de 2 enfants hébergée à La Samaritaine depuis près d'1 mois ne supportait plus les violences psychologiques au sein de son foyer. J'ai décidé de venir ici, c'est pour faire un changement pour moi-même. Le fait d'être dans une structure qui est quand même assez encadrée, qui a des règles à respecter, me permet en fait de rester ici en étant quand même sobre. Donc ça ne me permet pas en fait d'aller me noyer dans l'alcool avec mes chagrins et ma détresse. Chaque mois, ce sont 41 femmes qui expliquent devant le tribunal de Papeete les violences masculines qu'elles ont subies. Parmi les facteurs aggravants identifiés en Polynésie, le poids des réseaux de parenté, l'isolement géographique et l'influence de l'alcool et des stupéfiants. Je dirais qu'effectivement, la drogue aussi peut tendre aussi à toutes ces violences par rapport aux hommes surtout, parce que la plupart des tannés consomment du ice ou autre et puis devient assez virulent vis-à-vis de la femme, en sachant que la femme aussi est quand même dépendante financièrement de monsieur. Dès lors qu'elles arrivent, on leur donne le temps de se reposer surtout, de pouvoir assimiler toutes les choses qu'elles ont pu vivre par rapport aux violences conjugales et surtout de leur apporter un cadre sécurisant. Il y a quand même des résidentes ici qui ont des séquelles quand même assez apparentes, qu'on voit psychologiquement et mentalement. Physiquement aussi, on arrive à échanger, donc du coup ça nous libère quand même de notre poids de femmes violentées.
Pour accompagner ces femmes, une maison spécialisée devrait également ouvrir prochainement ses portes à Pirée, à proximité du Puoteho. Et puis cet appel à la grève dès minuit, les contrôleurs aériens de Tahiti cessent le travail. Sous-effectif, fatigue, risque opérationnel, l'USAC-CGT estime que la sécurité du ciel polynésien n'est plus garantie. Si le service d'État de l'aviation civile reconnaît une situation difficile, il assure avoir lancé des recrutements et demandé un reclassement à Paris. Les précisions d'Esther Cuneo et Nicolas Pérez. Reprendre tes activités sur Golfe. 65 000 mouvements par an, un trafic à la hausse et des effectifs historiquement bas. Pour l'Union des syndicats de l'aviation civile, la situation est devenue intenable. Aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. On s'est adapté. Depuis 2022, le trafic il a augmenté de 25%, quand en même temps, nos effectifs ont baissé de 35%. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Autorisé au décollage, le vent 0,10. Rotation plus fréquente, plage horaire élargie et pic de trafic liés aux compagnies internationales. Difficile dans ces conditions d'absorber les montées en charge sans dégrader les conditions de vigilance. Mais le syndicat dénonce surtout le refus de reclasser l'organisme en liste 5, un statut qui garantirait un chef de tour 24 heures sur 24. Actuellement, on nous a mis en liste 6, sauf qu'en liste 6, on ne garantit pas le fonctionnement H24 du chef de tour, par exemple. Et on nous oppose le fait d'être classé dans ce groupe pour nous dire non, vous ne pouvez pas prétendre à un chef H24. Et c'est là où c'est l'aberration, quoi, parce que de manière opérationnelle, nous sommes ouverts, on assure H24 7 jours sur 7, on est en plein milieu de l'océan Pacifique. Il n'y a personne autour de nous pour intervenir à notre place. Donc on est obligé de se doter d'un chef de tour H24. Il n'y a pas de discussion. La direction reconnaît une situation tendue, mais assure avoir engagé des actions. 23 contrôleurs qualifiés actuellement, 10 en formation et 2 arrivées imminentes. L'urgence, c'est vraiment de qualifier les 10 agents qui sont en formation le plus vite possible. On en a quelques-uns qui sont prêts à être prochainement qualifiés. Et d'ailleurs, le mouvement de grève qui se profile ne va pas dans le bon sens puisqu'il va retarder la formation de ces agents. Notre objectif, c'est que dans les 12 mois qui arrivent, l'ensemble du potentiel et des 35 contrôleurs soit totalement qualifié. Sur la question du reclassement en liste 5, la direction renvoie la balle à Paris, seule instance décisionnaire. Concernant ce point précis, c'est un point qui ne relève pas d'une décision de la Polynésie française, du service d'État de l'aviation civile en Polynésie française. Ça relève très clairement de la direction des services de la navigation aérienne à Paris. Et donc nous avons fait un courrier en ce sens, d'ailleurs à la demande de l'organisation syndicale en question. En cas de grève, un service minimum serait instauré. Mais des turbulences sont attendues sur les vols inter-îles. Et dans l'actualité institutionnelle, le tribunal administratif a livré ce matin une analyse attendue dans le dossier de l'autodétermination. Le rapporteur estime que la demande de l'Assemblée relèverait d'un acte de gouvernement et que la justice pourrait donc être incompétente. Une conclusion qui pèsera dans les prochaines étapes. Esther Cuneo. Révision constitutionnelle d'un côté, relations internationales de l'autre. Pour le rapporteur du tribunal administratif, la demande de l'Assemblée touche à des domaines réservés au pouvoir exécutif, des décisions politiques et non juridiques. Conséquence, le juge administratif ne serait pas compétent pour trancher. Vous avez clairement dans cette demande de dialogue de décolonisation un État français qui refuse le dialogue aussi bien sur la scène internationale et également aujourd'hui sur la scène interne dans le cadre d'un débat devant un tribunal interne. C'est assez caricatural du refus total, absolu de l'État à vouloir dialoguer et qui est totalement incompréhensible en réalité puisqu'il ne s'agit de rien d'autre d'une demande de discussion. C'est la base de la démocratie, il me semble. L'avocat insiste, il ne s'agit pas d'indépendance, mais d'un droit déjà reconnu par la Constitution aux peuples d'outre-mer, celui de discuter de leur avenir institutionnel. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est tout simplement permettre à un peuple de prendre sa propre décision. Pour l'instant, tout ce que l'on demande, c'est l'engagement d'un dialogue et pour cela, il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle. Le droit, il est reconnu d'ores et déjà. Et il s'agit simplement d'accepter, de parler, d'évoquer les conditions dans lesquelles on pourrait mettre en place un processus, c'est tout. Du côté du Tavini, on ne s'étonne pas de la position de l'État. Objectif maintenant, aller au bout des recours internes. Ce qu'on veut, nous, c'est en finir avec les voies de recours internes en droit français,
pour que justement on soit plus libre au niveau des juridictions internationales. Et puis si par le pur des hasards on y arrive au niveau du droit français, pourquoi pas? Et je trouve que les arguments d'ailleurs que nous avons développés sur la base du droit français sont déjà pertinents. Difficile cependant pour le Tavini de ne pas relever la différence de traitement avec nos voisins calédoniens, où l'État multiplie les déplacements ministériels pour tenter de résoudre la crise politique. De l'autre côté, en Nouvelle-Calédonie, vous avez une ministre de l'Outre-mer qui se dépatouille pour essayer de mettre d'accord les loyalistes et les indépendantistes. Et ici, on a le clan indépendantiste qui se retrouve en justice pour demander simplement quasiment la même chose, mais à l'ONU, et c'est niet. Donc c'est vraiment intéressant quand même, parce que c'est la même puissance coloniale qui gère ça à l'ONU. Pas question pour autant de prendre la voie parlementaire, ni celle du rapport de force dans la rue. Le jugement sera rendu le 2 décembre. En santé maintenant, à Moorea, la filariose progresse de moins de 1% en 2023 à près de 4% en un an. Une nouvelle campagne de traitement a démarré hier. Les habitants peuvent recevoir leur dose en prise observée directe sur plusieurs sites de l'île. Reportage Veitia Reperer. La chasse aux filaires s'intensifie à Moorea. Depuis l'an dernier, face à la recrudescence des cas de filariose, la direction de la santé a relancé sa campagne de distribution de notésine, de Zentel et d'ivermectine, un traitement distribué durant de longues années aux Fénois qui a pourtant fait ses preuves, mais dont les effets secondaires sont parfois redoutés par certains habitants. En fait, il y en a qui pensent qu'ils vont s'endormir dès la prise de médicaments. Parce qu'avant ce médicament-là, c'est vrai que ça endormait beaucoup. Mais là, avec les nouveaux médicaments que l'on a, il n'y a pas à s'inquiéter, tu ne t'endors pas, tu peux arriver jusqu'à chez toi et là même tu t'endors à 20h, 21h. 12 points de distribution sont installés tout autour de l'île, dans les magasins, à l'hôpital, mais aussi dans certaines pharmacies et mairies. En parallèle, les enfants sont eux aussi sensibilisés et traités directement dans les écoles. On nous a dit que ça se transmettait par les moustiques et les effets que ça faisait, que nos parties du corps pouvaient gonfler à cause de parasites dans notre corps. Pour être efficace, plus de 65% de la population doit participer, soit plus de 11 000 personnes, un effort personnel que beaucoup d'habitants disent faire pour le bien-être de la collectivité. Dans la mesure où la maladie revient a priori, ou n'arrive pas à être éradiquée, c'est bien de maintenir jusqu'à ce que ça puisse disparaître. Ça peut améliorer la qualité de vie des gens, oui, sans problème. Selon la direction de la santé, le traitement est aussi efficace contre les vers intestinaux, la gale et les poux, et une seule prise suffit pour être protégé. C'est très important parce que pour enrayer la maladie, il faut que le plus de personnes prennent la notésine. Pour venir prendre les médicaments, c'est important. C'est pour nous, pour ne pas avoir de maladie. La campagne se poursuit jusqu'au 29 novembre. Le traitement est ouvert à tous, à l'exception des femmes enceintes, des enfants de moins de 2 ans et des personnes souffrant de certaines maladies chroniques. Elles sont invitées à consulter avant toute prise. Après 1971 et 1995, la Polynésie accueillera de nouveau les Jeux du Pacifique en 2027. Alors que les préparatifs avancent, le comité d'organisation a présenté aujourd'hui l'événement à la délégation de la Polynésie à Paris. Les grandes lignes de cette édition avec Pierre Lamarque et Wallis Glaise. Paris a eu ses Jeux, mais Tahiti aura aussi bientôt les siens. Le compte à rebours a été lancé justement à Paris. Cette soirée, première présentation des Jeux dans l'Hexagone, a vocation à sensibiliser autour de Tahiti 2027. On vient ici à la fois pour faire cette promotion-là, mais aussi chercher de l'expertise, puisqu'à Tahiti, on n'a pas non plus, on a certaines compétences que rechercher. Et enfin, de pouvoir aussi chercher des financements, que ce soit public ou privé. Les Jeux auront lieu du 24 juillet au 8 août 2027 et se tiendront à Tahiti pour la 3e fois, 32 ans après la dernière édition. 24 pays du Pacifique et 4500 athlètes sont attendus sur 26 sites de compétition répartis sur Tahiti, Moorea et Raiatea. Ces Jeux à la maison auront forcément une saveur particulière pour les athlètes polynésiens. On n'a jamais pu se battre avec notre entourage autour de nous, dans les gradins. Ça a toujours été
contre un public qui n'était pas du tout le nôtre. Et par expérience, ça a vraiment été dur. Donc avoir sa famille avec, c'est vraiment la plus grande force que je puisse avoir. Bien sûr, c'est une énorme fierté en fait. Peu importe, déjà de base, moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Donc le fait de savoir que c'est à la maison et que c'est possible et qu'on a toute la famille derrière soi, vraiment le sentiment de fierté, il est décuplé. Sur le plan sportif, lors des derniers Jeux aux îles Salomon, avec un total de 160 médailles, Tahiti avait terminé 2e au classement, derrière la Nouvelle-Calédonie. Cette fois, Tahiti n'a pas peur d'afficher ses ambitions. L'ambition est très claire. L'objectif, c'est de gagner les Jeux, puisque Tahiti n'a jamais pu gagner jusqu'à présent les Jeux du Pacifique qui existent depuis 1963. Généralement, c'est la Calédonie qui gagne. Et PNG aussi a gagné en 2015 chez eux. Donc on se dit qu'en étant chez nous, on ne peut pas se permettre de ne pas gagner. Donc une forte pression, mais une belle pression, tout en gardant du plaisir et de faire le maximum pour que nos athlètes soient au top de leur forme. Côté argent, ces Jeux représentent 13 milliards d'investissements, portant principalement sur les infrastructures. Et justement, des inquiétudes demeuraient sur la livraison. Le comité se veut rassurant. Le pays s'engage à livrer les infrastructures des sites de compétition à temps. Le comité, lui, a fait le choix aussi d'exploiter des sites déjà existants. On a fait le choix de ne pas construire que des sites neufs. On va réhabiliter une grande partie de nos sites et il n'y aurait que 4 nouvelles constructions. L'autre enjeu majeur pour le comité d'organisation, mobiliser 4000 volontaires. En bref, le comité organisateur des Jeux a un petit peu plus de 20 mois pour organiser cet événement tant attendu par toute la Polynésie. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à Ciné Nuit avec une édition spéciale consacrée à la magie au cinéma. Insaisissable 3, Le Magicien d'Oz et Harry Potter. Puis votre série NCIS Los Angeles. Très belle soirée sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.